Thibaut, bonjour. Bonjour. Ravi de t'accueillir sur notre chaîne des tisseurs. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Tout à fait. Je suis professeur d'économie à CY Cergy Paris Université. Donc, je suis spécialisé en économie du travail. J'ai écrit des articles sur les inégalités de salaire, la ségrégation des immigrés. Voilà. Et plus récemment, j'ai publié un livre aux presses de Sciences Po qui s'intitule L'IA et l'emploi. Alors voilà, le but de ce livre, c'est un peu de présenter les conséquences sur le marché du travail de ce qui apparaît comme une future révolution, révolution industrielle. Alors, je voulais faire un lien entre tes deux derniers livres. Ouais. Donc, tu en as écrit deux. Le premier qui parlait des inégalités dans le cadre du travail et le second qui parle d'intelligence artificielle. Ouais. Quel diagnostic tu formulerais entre le lien entre ces deux livres qui sont le témoin d'une transformation du travail tel qu'il est vécu aujourd'hui dans notre pays, mais pas que. En fait, le premier livre, ça se concentre surtout sur l'impact du changement technologique, mais celui des années 70, 80, 90, 2000, avant l'intelligence artificielle. Globalement, ce qui s'est passé avec les ordinateurs avant IA, c'est-à-dire qui fonctionnent, où on a besoin d'écrire un programme. D'accord. Et comme on a besoin d'écrire un programme pour les faire fonctionner, c'était très difficile de leur faire effectuer certaines tâches que l'IA fait très bien, comme de la reconnaissance faciale ou l'IA générative. Donc, ils ont affecté le marché du travail d'une manière très très différente de ce qu'on attend pour l'intelligence artificielle. Et donc, le second ouvrage, ça s'intéresse plus à cette nouvelle révolution technologique. Donc, j'explique pourquoi elle est différente de celle d'avant, pourquoi l'IA peut faire des choses que les ordinateurs avant ne pouvaient pas faire. Et quels sont les impacts sur le marché du travail, dans quoi ça va être dans la continuité et en quoi on peut s'attendre que finalement il y ait des différences importantes, que les gagnants de demain ne soient pas forcément les gagnants qui ont été observés dans la révolution technologique précédente. Tu montres que dans les années 80, il y a eu une bascule. Ouais. Tu pourrais nous dire un petit peu plus sur quelles ont été les bascules et quels ont été les facteurs qui ont favorisé cette bascule? Je parle notamment sur la partie économique, politique, etc. Et quelles ont été les conséquences? Ouais, alors on appelle dans la littérature internationale la polarisation du marché du travail. Donc c'est un peu l'idée qu'il y a un marché du travail qui se recompose autour de deux pôles, comme dit bien le terme. Alors le premier pôle, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un pôle en haut de cadres, d'employés du supérieur, enfin d'employés qui ont des diplômes du supérieur, des ingénieurs, donc qui font du travail assez intéressant, qui font du travail avec quand même une marge de liberté assez importante. Et ça, des emplois comme ça, il y en a de plus en plus sur le marché du travail. Donc on est sur un marché de travail avec de plus en plus d'emplois qualifiés. Mais de notre côté, il y a également de plus en plus d'emplois relativement peu payés, plutôt dans les services, plutôt dans des petites boîtes avec de faibles perspectives d'évolution. Et pourquoi on appelle ça polarisation? C'est parce qu'au milieu, en fait, il y a les emplois qui étaient relativement intermédiaires, bien payés. Alors comme le diraient plutôt les collègues sociologues, la classe moyenne, qui ont tendance un peu à disparaître. Donc comme métier, par exemple? Pas mal dans l'industrie, les emplois d'ouvriers, dans des grandes entreprises, plutôt des chaînes de production. Alors ça, c'est assez lié avec la désindustrialisation, avec la mécanisation dans l'industrie. Et puis également, c'était des emplois de bureau, des emplois d'employés, ou de comptables moyens, dont on a plus besoin. Donc globalement, les emplois intermédiaires, ils ont été la première victime de la révolution des ordinateurs des années 70, 80, 90. On a remplacé les gens qui géraient les archives dans les grands ministères, les gens qui faisaient plein de petits calculs comptables, on les a remplacés par des ordinateurs. Dans les usines, elles ont été automatisées, mécanisées. Et donc du coup, la part de ces emplois a diminué. Et donc, comme je disais, c'était des emplois qui étaient relativement stables et qui étaient accessibles pas forcément avec un niveau d'éducation très élevé. On n'avait pas besoin d'avoir un niveau d'études plus avancé, contrairement aux nouveaux emplois qui sont en croissance, qui sont plus proches des ingénieurs, des managers, des cadres. Et les autres emplois qui sont un peu plus en bas, on n'a pas non plus besoin d'un niveau d'éducation élevé pour y travailler. Et du coup, il y a pas mal de concurrence et les salaires ils sont pas mal tirés vers le bas. Donc c'est un peu ça l'histoire de cette polarisation. Et la responsable de cette polarisation, c'est quand même le changement technologique, puisqu'on a observé ça dans la plupart des pays, des pays développés, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, etc.
les machines ont remplacé ces travailleurs intermédiaires. Donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que ça a permis de faire, et ça j'en parle dans le livre, faut pas être contre le progrès technologique, il y a les révolutions dans le marché du travail en permanence. Ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde, parce que ça a permis de faire ce qu'on appelle des gains de productivité, donc de produire moins cher. Donc le consommateur, à la fin, il est assez gagnant, parce qu'on peut acheter des voitures moins chères, on peut avoir des services moins chers. Dans les banques, par exemple, on a besoin de moins de monde pour gérer les données ou pour gérer les comptes, donc ça fait baisser les prix. Par contre, c'est vrai que ça recompose le marché du travail avec des groupes qui gagnent plus. Et c'est vrai que les grands gagnants des 20-30 dernières années, c'est ceux qui ont fait des études supérieures. Mais les étudiants le savent. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus sur la période, il y a eu de plus en plus de monde qui faisait des études supérieures. Donc quand on fait une photographie du marché du travail depuis les années 80, il y a eu un premier coup de canif avec la délocalisation massive, notamment des usines pour grande majorité au sein de l'Union européenne. Il me semble que c'est un chiffre comme 80%, puis le reste dans des pays un peu moins développés. À l'époque, j'entends. Puis il y a eu un deuxième coup de canif avec notamment cette première évolution technologique. Tu parlais des ordinateurs, entre autres. Donc, est-ce qu'il y a eu également un rapport du politique vis-à-vis de ces sujets-là, c'est-à-dire ils ont poussé à la tertiarisation de notre appareil productif et concrètement se reposer derrière seulement l'excuse de l'ordinateur, de la révolution technologique, est-ce que c'est pas un peu maigre ? Est-ce qu'ils ont poussé à la tertiarisation ? Je sais pas, parce qu'en fait, on aurait pu continuer à avoir... Alors, dans les années 80, on avait les ordinateurs Thomson, par exemple, qui étaient produits en France. Bon, ils étaient assez chers, ils n'étaient pas très efficaces. On avait les Minitel. Bon, on aurait pu fermer les frontières, avoir des champions nationaux. C'est pas des politiques qui marchent très bien sur le long terme. En Argentine a essayé ça dans les années 60, 70. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, d'essayer de préserver ça. Ce que les politiques ont fait, et peut-être elles ont commencé à faire ça tout d'abord dans les années 70, quand il y a le salaire minimum qui a été mis en place. Et ça, c'est vrai que ça a été un facteur de réduction des inégalités sur le marché du travail en France qui est absolument considérable et qui continue d'être considérable, parce que le salaire minimum français, et il est assez unique sur le plan international, il est revalorisé automatiquement par la loi. Alors peut-être tu en as déjà parlé dans les autres émissions, je sais pas, mais bon, voilà, chaque 1er janvier, il est ajusté de l'inflation, donc on perd pas en pouvoir d'achat. Et également, il est ajusté de l'évolution du salaire, de la moitié du salaire moyen des ouvriers. Enfin bon, je vais pas aller dans les détails, mais bon, chaque année, il est revalorisé, ce qui fait qu'il a eu tendance à progresser relativement plus vite que dans d'autres pays. Bon, dans d'autres pays, soit il n'y en avait pas, soit il était complètement gelé, comme aux États-Unis. Et en fait, les bas salaires en France sont... alors, bon, j'imagine que les gens qui sont au salaire minimum sont évidemment pas satisfaits, la vie est pas facile, mais les inégalités de salaire, du coup, en France sont assez basses, et ça, finalement, ça a pas protégé le marché français de la polarisation, puisque les emplois intermédiaires ont disparu. Par contre, ça a protégé très fortement de l'augmentation des inégalités de salaire qui a été observée aux États-Unis. Alors, je prends souvent l'exemple avec mes étudiants, je leur montre les écarts de salaire entre les cadres et les gens qui sont ouvriers, par exemple, aux États-Unis ou en France. Donc en France, on est plus dans des ratios de 2,5, 3. Aux États-Unis, on est entre 4 et 5 d'écart en multiplicateur. Donc on est vraiment pas du tout dans la même dimension. Il y a eu quand même un prix à payer qui a été assez important. C'est l'augmentation du chômage assez massive dans les années 80, 90. Alors c'est des questions assez controversées. Globalement, la dynamique élevée du salaire minimum a pas forcément aidé. Avec les politiques économiques, c'est facile à le dire maintenant avec le recul, les politiques économiques n'ont pas forcément été les plus heureuses pour contenir la montée du chômage. Tu parles de quoi, par exemple ? Il y a eu pas mal de politiques où on a eu tendance à essayer de racheter des entreprises pour éviter qu'elles licencient. Donc ça coûte très cher. Et puis on sait que à la fin, ça va pas forcément tenir. Il y a eu des tentatives. Alors moi, je viens d'une région du sud-ouest où il y avait pas mal de mines de charbon. Ils ont essayé de relancer l'exploitation charbonnière après l'élection de François Mitterrand. Bon, au bout de 3-4 ans, ils ont dû fermer parce que le charbon extrait coûtait horriblement cher.
Bon, il y a eu pas mal un peu de ces politiques, on va dire, un peu colbertistes, où on essaie d'intervenir et de sauver des usines parce qu'elles sont dans les journaux, et puis on a tendance à oublier que il y a tout le temps des emplois détruits dans des milliers d'entreprises, des petites entreprises surtout. Et quand on se focalise sur des grosses entreprises comme ça, c'est sûr que on passe dans la presse, mais ça fait pas forcément une politique économique d'ensemble. Aujourd'hui, les choses vont paradoxalement assez mieux, et pas qu'en France, en Union européenne, par rapport au chômage. On n'est pas au niveau des taux de chômage américains, qui sont 4, 5, enfin ils ont toujours été plus bas depuis les 30 dernières années. Mais c'est vrai que le marché du travail, après le Covid, on avait atteint le taux de chômage le plus bas, je crois, on n'est pas trop loin aujourd'hui, en 2023-2024, qu'on n'avait pas atteint depuis 1982. Donc, comment tu l'expliques ? Il y a des politiques qui ont finalement donné moins peur aux employeurs d'embaucher, diminuer finalement ce qu'on appelait la segmentation du marché du travail, CDD, CDI. Donc maintenant, ça coûte très cher à l'État, la rupture conventionnelle par exemple. Donc maintenant, on sait qu'on va pouvoir un peu négocier le départ d'un salarié plutôt que d'aller se retrouver avec des risques au prud'homme qui peuvent être assez compliqués pour un employeur, parce que les jugements des prud'hommes, en première instance on peut gagner, en deuxième instance on peut perdre. En fait, il y a des études qui montrent qu'il y a relativement des corrélations assez faibles entre les décisions de première instance au prud'homme et les de deuxième instance, et ça crée pas mal d'insécurité juridique pour les employeurs. Donc il y a pas mal de réformes comme ça qui finalement ont un peu flexibilisé entre guillemets le marché du travail français, sans que ça crée beaucoup d'incertitude pour les salariés qui sont en CDI, qui demeurent bien protégés avec une assurance chômage qui protège bien, et qui finalement, avec une conjoncture économique qui n'était pas si mauvaise après le Covid, a permis au marché du travail de diminuer le taux de chômage à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis le début des années 80. Donc récemment, il y avait une sorte de réunion à la BCE sur les marchés du travail européens, où ils disaient on a tendance aujourd'hui à penser que le problème du chômage en Europe est quelque chose du passé, parce que justement on est maintenant dans un marché du travail européen qui fonctionne finalement pas si mal. Tu parlais de cette baisse du taux de chômage qui est, en France en tout cas, un chiffre qu'on regarde de très près, et même à l'échelle du grand public. Quand on regarde cette évolution de la courbe française versus les courbes européennes, globalement, tous les taux de chômage en Europe ont baissé depuis le Covid. Ouais. En France, elle a baissé un petit peu moins vite. Et quand on regarde la courbe française, on voit que la majorité des créations d'emplois sont surtout des auto-entrepreneurs et des alternants. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette évolution de la courbe? C'est vrai que c'est un bon point, parce qu'il y a quand même la question, alors c'est un peu lié à ce qu'on disait sur le salaire minimum, c'est très difficile. On a des taux d'activité pour les jeunes, et notamment les jeunes de moins de 25 ans, qui sont historiquement relativement assez faibles, et des taux de chômage qui sont assez élevés. Donc l'insertion sur le marché du travail des jeunes, elle paraît toujours assez difficile. Donc il y a une vingtaine d'années, c'était déjà il y a une vingtaine d'années, il y a eu des tentatives de mettre en place ce qu'on appelait des SMIC jeunes, d'un peu d'essayer de différencier le niveau du salaire payé par les entreprises à des jeunes par rapport au minimum que doit payer l'entreprise pour le reste des salariés avec le SMIC. Ça a rencontré pas mal d'opposition, et finalement avec le système d'apprentissage, on a fait un peu ça. C'est-à-dire qu'on a donné aux entreprises la possibilité d'avoir des travailleurs jeunes, mais là finalement à un coût qui est quasiment qui est dérisoire pour les entreprises. Il y a quand même un petit problème par rapport à ça. Alors je suis pas un spécialiste de la question, mais c'est vrai que le premier problème, c'est que ça coûte horriblement cher. L'apprentissage, okay, pour l'État, pas pour les entreprises. Okay. Les entreprises, elles sont tout à fait contentes. Ça coûte horriblement cher, parce que ça fait quelqu'un qui cotise pas, évidemment, et puis il me semble qu'il y a des subventions derrière, si je me souviens bien. Et le deuxième, et le deuxième aspect, c'est que ça a surtout bénéficié aux diplômés du supérieur, aux diplômés de bac+2, au moins au niveau bac. Les derniers chiffres que j'avais vu passer pour l'apprentissage de ceux qui
n'ont pas atteint le bac, donc plutôt les bacs pro, avant le bac pro, donc les CAP, les BEP, ça c'est resté assez plat. Ce qui est quand même problématique, parce que ça n'a pas visiblement bénéficié à cette frange qui est la plus fragile économiquement, et pour laquelle on aurait besoin le plus finalement de leur permettre de mettre le pied dans la porte, parce qu'ils sont dans des situations qui peuvent être assez difficiles. Ils sont assez jeunes, justement, c'est des gens qui ont souvent 16, 17 ans, et donc la première entrée sur le marché du travail. Et c'est vrai que l'apprentissage, les entreprises ont bien aimé, les universités sont très contentes d'avoir ce système, ça permet de remplacer les stages et les étudiants y gagnent, mais malheureusement, je dirais le bémol, c'est pour ceux qui sont pas, qui n'ont pas atteint le niveau universitaire aussi élevé, ça a été un échec, et c'est un peu lié à ces difficultés structurelles du marché du travail français, pas assez de moins de 25 ans, notamment ceux qui n'ont pas de diplôme ou d'études qui travaillent. Tout à l'heure, tu parlais de cette polarisation et du fait que ces métiers intermédiaires ont disparu. Ils existent encore un petit peu quand même en France. On voit qu'il y a une forme de flexibilisation à outrance de ces métiers-là, avec de l'intérim, des CDD, des contrats courts, des contrats en 20 heures, 25 heures, enfin bref, des contrats précaires. À ton avis, est-ce que c'est un phénomène qui va perdurer, qui va s'intensifier en France, ce système de contrats précaires qui, du coup, donne très peu de visibilité aux travailleurs in fine? Ouais, il y a des chances que ça persiste si on reste dans ce qu'on appelle cette espèce de dualisme, avec des gens en CDI qui sont bien protégés, et puis de l'autre, des gens en CDD ou contrat précaire, intérim, qui sont un peu moins bien protégés. Tant que la barrière entre les deux, et en fait, finalement, que les différences de conditions entre les deux sont si importantes, les entreprises vont toujours avoir besoin d'ajuster leur demande de travail à la conjoncture, tant que finalement ça peut pas passer par les salariés qui sont les plus protégés, qui sont arrivés depuis beaucoup plus longtemps. C'est vrai qu'il va y avoir cette dichotomie qui va exister. Je dis pas qu'il faut automatiquement diminuer la protection autour des CDI, mais c'est vrai que évidemment, c'est particulièrement problématique, et ça l'est depuis pas mal d'années, notamment pour avoir accès à un logement ou faire un prêt à la banque. Si on enchaîne les CDD, si on enchaîne les contrats précaires, ne serait-ce que l'accès à la location, c'est très 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 compliqué. Ça fait longtemps que beaucoup d'économistes pointent ça du doigt, que l'excessive protection des CDI rend les entreprises à avoir un recours excessif au CDD, et ceux qui travaillent en CDD, c'est évidemment les derniers arrivés, ceux qui sont en train justement de commencer leur carrière, et qui finalement auraient le plus besoin d'avoir, qui auraient le besoin le plus possible d'avoir ce qui leur permet de s'installer au bon endroit, d'aller là où les opportunités sont les meilleures pour eux. Du coup, ce qui me fait dire, c'est que ça élargit les inégalités. C'est notamment une notion que tu as abordée dans ton livre qui traite des inégalités. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cette notion d'élargissement d'inégalités telle que tu l'as abordée? L'élargissement des inégalités par rapport en fait, c'est au-delà du salaire. Ah, au-delà du salaire. Oui, non, bien sûr. Bon, il y a effectivement, il y a la protection de l'emploi, la protection par rapport à l'emploi, c'est une des premières, une des premières inégalités. Les derniers arrivés, les plus jeunes sont les premières variables d'ajustement. Bon, ça c'est vrai partout ailleurs. Là où c'est peut-être un peu plus complexe, c'est que c'est vrai que là, quand on est en CDD, il y a quand même un clair marqueur que le contrat est temporaire, et on est à la merci d'un renouvellement. D'ailleurs, le secteur public aussi abuse des CDD maintenant, où il peut même en utiliser jusqu'à 5 ans, contrairement au privé. Donc là, voilà, c'est clairement un facteur d'inégalité dans les conditions de travail. Bon, d'autres facteurs d'inégalité sont bien sûr liés à la caractéristique des entreprises. Si on travaille dans une grosse entreprise, comme je disais tout à l'heure, il y a accès au comité d'entreprise, à des tas de bénéfices
bénéfices dont on n'a pas accès quand on est dans des petites entreprises. Donc c'est vrai que dans un certain sens, la tertiarisation, il y a aussi le côté ubérisation là, mais qui concerne une frange un peu plus restreinte du marché du travail, où les travailleurs à la tâche qui travaillent sur des plateformes. Ça, c'est assez lié. C'est vrai que voilà, il y a une la recomposition vers la tertiarisation dans des petites entreprises augmente effectivement ce type d'inégalité. Et ceux qui occupent des emplois qualifiés, souvent ils vont avoir tendance à être dans des grandes sociétés qui ont besoin de travailleurs qualifiés pour résoudre des problèmes complexes, qui se posent principalement dans la R&D, dans la gestion du personnel, qui se posent dans des grandes structures. Et les grandes structures, elles payent mieux parce qu'elles font plus d'argent, elles ont plus de bénéfices par définition sur leur marché. On a peut-être un paradoxe français, c'est que depuis beaucoup d'années, l'ensemble des pouvoirs publics entonnent un discours pour pousser les gens à travailler. Sauf que, pas bien souvent, mais une partie des Français qui travaillent avec un CDI en 35 heures n'ont pas forcément vocation à subvenir à l'ensemble de leurs besoins. C'est-à-dire qu'on a un appauvrissement des travailleurs, ce qui est assez paradoxal puisqu'on peut se dire, en tout cas dans une sorte de promesse républicaine, si tu travailles, tu as de quoi te loger dignement, manger dignement, te déplacer dignement, etc. Comment tu expliques ce paradoxe-là et le fait que la France, qui est un pays qui est riche à l'échelle planétaire, qui produit, qui a un PIB qui croît, même s'il ne croît pas de beaucoup chaque année, mais il croît chaque année, voit ses travailleurs s'appauvrir d'année en année? Il y a eu des tentatives quand même de l'État de rendre le travail payant avec la prime pour l'emploi. C'est vrai que c'est pas forcément dans la tête des gens parce qu'ils ont ça dans leur bulletin d'impôt une fois par an, donc ils ont un peu du mal à s'en rendre compte, mais c'est vrai que c'est quand même une politique assez massive et assez importante de redistribution. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette impression d'appauvrissement finalement, alors que, comme je disais, il n'y a pas tant d'écart de salaire que ça? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, pour les jeunes générations qui arrivent, donc elles n'ont pas de patrimoine par définition, elles n'ont pas de logement, sauf s'ils héritent. Et le coût du logement, il a augmenté de manière très très importante. Et donc si on est en CDD, les banques elles vont pas forcément dire oui. Les taux d'intérêt ils étaient bas il y a pas longtemps, donc on pouvait emprunter, mais ça compensait pas forcément l'augmentation du coût de l'immobilier. Et puis de plus, là où le marché du travail est dynamique, c'est-à-dire là où les jeunes devraient en priorité s'installer, parce que c'est surtout les jeunes qui sont mobiles. Une fois qu'on a une maison, un crédit, c'est beaucoup plus facile. Et des enfants, c'est beaucoup plus difficile de bouger puisqu'il faut faire bouger toute la famille. Donc le prix de l'immobilier, il a aussi de plus en plus augmenté dans les grandes métropoles. Et c'est là où s'installent de manière démesurée les jeunes, pas en zone rurale où le coût du logement est moins élevé. Donc il y a ce premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'on a quand même été en période de croissance assez faible. Donc ça s'est pas en tout cas en France, ça s'est pas traduit dans des gains en termes de salaire très très importants. Surtout d'autant plus qu'il y a énormément du salaire, et ça on a peut-être tendance à l'oublier, qui passe dans la santé. Les dépenses, la part des dépenses de santé, elle progresse. Donc ça on le voit pas, mais on consomme en fait de plus en plus de santé. Alors peut-être les jeunes s'en rendent pas compte parce que c'est pas eux qui le consomment, mais au niveau agrégé, ils cotisent, et globalement au niveau de la France, il y a beaucoup plus de ressources qui vont passer dans les dépenses de santé. Et le dernier facteur, c'est l'actualité un peu brûlante du moment. Il y a aussi pas mal de progression des cotisations retraite dans plusieurs secteurs. Donc pour toutes ces raisons, finalement, le salaire, il progresse, en tout cas pour le coût du travail dans les entreprises, mais il y a une grande partie qui va partir dans le logement, qui va être cher pour les jeunes générations, une grande partie qui va partir dans la santé, les jeunes générations ne vont pas forcément s'en rendre compte, et puis comme les besoins augmentent plus vite que les financements avec la santé, on a l'impression que le système de santé s'appauvrit. Et dans une certaine manière, il s'appauvrit un petit peu parce qu'on lui demande beaucoup plus à coût constant, mais on consomme de plus en plus. Et la troisième dimension, le logement, c'est compliqué. Donc on observe ce genre de phénomène pas seulement en France, aux États-Unis aussi, il y a ces difficultés des jeunes générations.
Mais bon, il y a certains points qui sont plus spécifiques pour la France. Pour la santé aussi, on observe dans tous les pays que les dépenses dérapent. Voilà, les retraites, c'est vrai que c'est pas mal un problème de redistribution qui concerne le système européen quand même. Si je te pose la question d'un autre angle, quand on regarde notamment les taux d'inflation assez importants de ces dernières années, même si ça s'est tassé dernièrement, on voit que le taux d'inflation augmente plus vite que les salaires. Donc concrètement, que le pouvoir d'achat a baissé. Et en parallèle, on voit que le taux de marge moyen des entreprises augmente. Et donc, par définition, que les entreprises s'enrichissent plus. Ne penses-tu pas que concrètement, ce qu'on est en train de voir, c'est que le rapport de force entre les entreprises et les travailleurs est en la faveur des entreprises et que cet excès, mais en tout cas cette hausse de richesse qu'ils sont en train de créer sur ces dernières années, il y a une plus grosse partie est maintenue au sein de ces entreprises-là et divisée entre les actionnaires au détriment des travailleurs, j'entends sur les 4-5 dernières années. Ouais, c'est vrai qu'il y a une littérature qui a essayé de mesurer ça. Alors en économie, dans le cours d'introduction, on parle de la part qui va au travail, la part qui va au capital. Et ces dernières années, on a tendance... Alors en fait, c'est assez étonnant. La part qui va au travail et au capital, elle a été assez stable sur un siècle. Bon, on essaie d'apprendre ça aux étudiants, c'est bon. Et dans les dernières années, il y a quand même des évidences qui ont tendance à dire que la part qui irait au capital aurait tendance à augmenter. Alors ça a été surtout observé pour des entreprises américaines. C'est vrai qu'aux États-Unis, notamment, vous avez des entreprises qui sont très très dominantes parce qu'elles dominent des secteurs qui sont par définition monopolistiques ou oligopolistiques. Donc c'est des secteurs dans lesquels vous avez, alors désolé du jargon, il y a des coûts fixes ou des effets de réseau. Alors l'idée c'est très simple, c'est comme Facebook par exemple, ou Microsoft, tout le monde a le même logiciel, donc il y a des intérêts qu'on utilise tous. Et donc ces entreprises elles font pas mal de profits et on s'aperçoit qu'elles ont effectivement tendance à capter une plus grande partie de la valeur ajoutée que le travail. Alors pour la France, est-ce que c'est le cas ? J'ai pas vu d'études récemment sur ce sujet. Après, bon voilà, fiscalement, on le voit dans les débats aujourd'hui, il y a l'imposition sur les entreprises qui va avoir tendance à augmenter dans le prochain budget. Je sais pas si ça peut rééquilibrer les choses. Quand il y a eu la période de l'inflation, il est vraisemblable que les entreprises en ont profité pour augmenter les prix et rétablir quelque peu leur marge puisqu'elles n'ont pas effectivement augmenté les salaires au même rythme. Et donc on l'a vu que la conséquence pour les salaires en France, comme le salaire minimum lui par contre il a été ajusté à l'inflation, il a eu tendance à augmenter beaucoup plus vite que les autres salaires. Donc c'est vrai qu'en termes absolument, c'est vrai qu'en termes donc ça diminue les inégalités effectivement, mais c'est parce que seulement les autres salaires ont stagné énormément avec l'inflation. C'est vraisemblablement pour l'instant temporaire comme phénomène, sauf si l'inflation, alors là ça n'a pas l'air d'être le cas, redevient permanente. Si l'inflation redevient permanente, qu'on a une inflation à 4-5%, je pense que les travailleurs auront suffisamment de pouvoir, comme dans les années 60 ou 70, à demander des hausses de salaire. Je ne suis pas sûr qu'on se dirige un jour vers ce genre de scénario, parce que la politique monétaire, justement, elle n'aime pas ce type d'inflation. Donc, je pense que je suis assez d'accord avec ton constat. Peut-être les entreprises en ont profité pour établir leur marge, mais c'est possible que ça ait été quelque chose d'assez temporaire. Et voilà, malheureusement, la plupart des grosses entreprises maintenant qui dominent et dont on sait qu'elles font énormément d'argent, elles sont pas vraiment en Europe. C'est plus les géants de la tech qui sont pas chez nous, quoi. En France, on évoque souvent deux mots qui, à mon sens, sont très flous, c'est la valeur travail. On en entend souvent parler. J'aimerais savoir de ton côté pourquoi cette valeur travail est tellement mise en avant, notamment par les politiques, de tous bords d'ailleurs, de tous bords, surtout sur l'échiquier politique plutôt à droite, on parle de valeur travail, même si historiquement, quand on regarde sur les 80 dernières années, c'est plutôt à gauche qu'on parlait du travail. Comment tu vois ce basculement et pourquoi on aborde tellement cette valeur travail et quelle est l'idée qui est insufflée derrière ? Quand on a un État-providence qui donne un filet de sécurité quand on travaille pas, c'est vrai que politiquement, il peut y avoir des discours
populistes qui disent on donne des allocations aux gens à rien faire. Donc en fait, les systèmes sociaux essaient justement d'éviter cette situation, hein, de trappe à inactivité. C'est pas forcément facile. Il y a eu des réformes dans les années 90 hein, pour qu'on appelait rendre le travail payant, hein, qui ont été mises en place. Alors aux États-Unis, c'était Bill Clinton qui a fait ça. En France, c'est la prime pour l'emploi. Mais voilà, c'est vrai que politiquement, ça peut devenir assez rapidement explosif si on a des discours qui sont contre l'assistanat. Et donc voilà, la valeur travail, ça peut dire vous allez contribuer vous aussi à la société. Plus généralement, je pense qu'il y a quand même pas mal de valeurs à encourager l'activité, puisque dans la plupart des études, alors c'est pas énormément surprenant, mais bon, être au chômage, c'est pas associé avec des choses très bonnes pour votre santé, hein. C'est associé avec plus de risques de dépression, plus de risques d'obésité, des risques de mortalité. Alors il y a pas mal d'études qui ont montré les conséquences négatives du chômage pour le bien-être physique, psychique, dans tous les aspects. Bon, il y a sûrement des gens qui vivent très bien dans l'inactivité, mais globalement le chômage, quand il est subi, et quand ou l'inactivité, hein, quand elle est subie, elle est associée avec pas mal de problèmes individuels. Alors les hommes ont plus de chances de divorcer, par exemple, enfin même le couple plus généralement a plus de chances de se séparer, donc ça peut être difficile. Donc il y a quand même des bonnes raisons, ne serait-ce que la solitude, quoi, le fait d'être intégré dans une communauté qui contribue à travailler. Voilà. Alors après, faut pas fétichiser le travail. Le travail, c'est pas forcément facile. Il y a des conditions difficiles. Il y a aussi des gens qui font des burn-out, qui sont pas forcément heureux au travail. Mais ce qu'on constate, c'est que les chômeurs, ils sont encore moins heureux hein, que ceux qui travaillent. Donc oui, valeur travail. Alors est-ce que c'est conservateur? Tout le monde a droit au loisir, hein, c'est clair, mais pouvoir encourager, pouvoir permettre à chacun, à ceux qui le veulent, d'avoir un travail, c'est globalement quelque chose qui paraît socialement désirable. Tout à l'heure, tu parlais d'assistanat. C'est un mot qui revient également souvent dans le débat. Est-ce que tu penses que c'est des faits établis ou c'est une vieille chimère politique qui est tirée à tout va pour avoir effectivement des avancées politiques dans un chemin bien précis? Voilà, l'assistanat, c'est vrai que c'est pas forcément un concept économique, hein, c'est plus dans les discussions politiques, hein, comme tu dis. Mais en fait, c'est vrai qu'il y avait dans les années 80, 90 des systèmes d'assurance, hein, donc qui donnaient des allocations sans travailler et qui en fait étaient assez désincitatifs au travail, c'est-à-dire que dès qu'on se mettait à travailler, on perdait de l'argent et en fait le travail avait un rendement négatif limite. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des réformes par rapport à ça pour éviter que les gens se retrouvent dans ce type de trappe qui étaient des véritables trappes, hein. Donc en tant qu'économiste, quand on voit ce type de fonctionnement, on juge pas les gens puisque c'est finalement le mieux qu'ils ont à le faire étant donné leur situation, c'est de ne pas travailler puisque le travail pour eux n'est pas forcément payant parce que la différence entre le salaire qu'ils recevraient et les allocations qu'ils perdent, si on prend en compte la désutilité du travail, parce que souvent on parle de travail qui est pas dans des conditions qui est pas dans des conditions faciles, hein. Ça peut être dans le froid, dans des poissonneries, dans des choses comme ça où on est exposé au froid, au bruit, à des tas de choses comme ça. Donc l'assistanat en soi, je sais pas si ça existe, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des situations où le travail est pas suffisamment payant et c'est très difficile de mettre en place un système dans lequel à la fois vous assurez un filet de sécurité aux gens qui travaillent pas et à la fois vous rendez le travail payant parce que par définition il faut qu'il y ait un écart suffisant entre les deux pour que le travail soit payant. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une forme de paradoxe qui se crée aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a certains secteurs qui te disent on n'arrive pas à recruter. Je pense notamment à la restauration par exemple, et en parallèle tu as des travailleurs en précarité qui ne vont pas forcément sur ces métiers-là parce que c'est très mal payé et donc tu n'es pas incité à aller travailler dans ces secteurs-là. Donc
pourquoi dans ces secteurs-là qui ont du mal à recruter, eh bien, on ne voit pas apparaître des hausses de salaire, justement, pour attirer... Pour la raison pour laquelle il y a de moins en moins de monde dans les restaurants, parce que les consommateurs, ils vont pas suivre. Si on augmente les salaires dans le secteur de la restauration, on va augmenter les prix dans le secteur de la restauration, mais ça va pas, si la demande ne suit pas, va pas y avoir plus de personnes embauchées. Donc en fait, c'est le consommateur à la fin qui va avoir raison. Si le consommateur est prêt à payer beaucoup pour son repas, du coup, les restaurateurs, ils vont pouvoir bien payer les gens qui travaillent en salle et les cuisiniers. Et là, dans ce cas, ils vont pouvoir trouver des gens qui travaillent sans aucun problème, puisqu'avec les différentiels de salaire, ça devrait marcher. Mais malheureusement, on en parlait tout à l'heure, les salaires ne sont pas forcément à un niveau qui permette à chaque Français d'aller se payer un repas de 50 € par personne au restaurant. Et par conséquent, les salaires dans le secteur de la restauration, ils sont faibles, parce qu'ils reflètent le fait que les consommateurs, ils veulent pas, ils ont des préférences pour des prix moins élevés. Donc les restaurateurs trouvent pas, et parce que voilà, les salaires sont pas assez élevés, et ils font pas assez de marge. Tout à l'heure, tu parlais de la polarisation des métiers. Ouais. Et donc effectivement, il y avait d'une part une partie, on va dire, industrielle qui s'est un peu évaporée au fur et à mesure. Et on a vu une disparition d'une certaine catégorie de métiers en France, en tout cas en voie de disparition. Aujourd'hui, on voit une nouvelle technologie qui apparaît depuis 2-3 ans, la bien nommée l'intelligence artificielle, qui suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de mythes, beaucoup de légendes. On en parle quasi quotidiennement. Probablement qu'une bonne partie des gens l'utilisent quotidiennement aussi. Une partie des gens pense que ça va supprimer beaucoup d'emplois. Un peu comme quand on a eu la machine à vapeur qui est arrivée et qui a supprimé une partie des emplois. Est-ce que toi, tu souscris à cette thèse-là sur le fait que ça va supprimer des emplois, et notamment des emplois dits de col blanc, de cadre, puisqu'on a plein de technologies, notamment les technologies agentiques qui peuvent automatiser beaucoup de choses? C'est assez difficile de répondre à cette question, parce que comme l'écrivait un historien de l'économie qui a étudié les différentes révolutions industrielles, la plupart des contemporains des révolutions industrielles, que ce soit la machine à vapeur, l'électricité et même l'informatique, ils ont été assez surpris finalement de ce qui s'est produit sur le marché du travail. Au 19e siècle, on avait une population qui travaillait dans les champs à 90%, et la mécanisation fait qu'on avait besoin de moins de monde finalement en zone rurale, et on se demandait déjà qu'est-ce qu'on va faire de tous ces travailleurs. Va pas y avoir assez de travail pour tout le monde. Donc en fait, voilà, les prédictions sont pas faciles et sont à prendre avec des pincettes. C'est clair qu'il y a certains emplois qui devraient être profondément affectés. Est-ce qu'ils vont disparaître? Les emplois de traducteurs peut-être. Alors c'est vrai que la traduction automatique, ça marche pas mal. Donc les traductions de relativement qualité, dont on n'a pas besoin d'une qualité incroyable, c'est déjà automatisé. Il suffit de voir sur les sites Airbnb, des choses comme ça, pour traduire des annonces. Et je dirais heureusement, parce que ça serait pas forcément un travail très très intéressant de traduire une annonce Airbnb en une dizaine ou une vingtaine de langues différentes. Donc ça c'est automatisé. Il y a d'autres emplois peut-être qui vont être également automatisé en partie, mais en fait en économie, on se rend compte en économie du travail que c'est pas forcément l'emploi en totalité qui va être automatisé, mais c'est plutôt certaines tâches dans l'emploi, et que le changement technologique va plutôt avoir tendance à changer la nature du travail plutôt que de remplacer complètement le travail. Alors par exemple pour les guichetiers bancaires dans les années 80, avant, il distribuait pas mal les billets, donc on allait au guichet avec son livret et il comptait les billets, il écrivait les choses dans le livret. Ensuite, les distributeurs sont arrivés et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les employés de banque dans les agences sont pas disparus. Par contre, ce qu'ils ont fait, ils sont mis à faire autre chose, ils sont mis à plutôt conseiller les clients à placer des produits. Donc globalement ça a changé la qualité de leur travail et la nature de leur travail. Alors en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est clairement adopté très rapidement pour les étudiants, par les étudiants. Nous on le voit très très bien à l'université,
que là le taux d'adoption il a été massif et radical. Bon voilà, on est pour l'instant en train de tâtonner pour savoir comment réagir par rapport à ça, puisque c'est vrai que dans ce cas la révolution a été brutale. Dans les entreprises, c'est possible que ça prenne un peu plus de temps finalement. Alors en fait, on croyait qu'avec l'intelligence artificielle, ça irait plus vite qu'avec les autres révolutions technologiques. Pourquoi ? Parce que le réseau Internet, il existe déjà. Donc on y a eu accès à ChatGPT et tous les autres modèles globalement immédiatement dès leur sortie. Il n'y a pas eu besoin qu'on crée un autre réseau pour ça. Et la seconde chose, c'est que en fait, c'est accessible par tout le monde. On n'a pas besoin d'apprendre un langage de programmation, contrairement pour les ordinateurs. Avant, il fallait apprendre le basique, maintenant Python, etc. Pour pouvoir les opérer, maintenant, on peut poser une question en langage naturel. Donc une facilité apparente qui faisait dire à tout le monde ça va bouleverser la production dans beaucoup de secteurs très très rapidement. Et en fait, les premiers investissements des entreprises depuis 2 ans déjà, on a un peu de recul, ils se rendent compte que c'est assez difficile de changer sa manière de produire et surtout de trouver la meilleure manière de produire avec l'intelligence artificielle. Donc récemment, voilà, il y avait un sondage auprès des entrepreneurs qui disait que la plupart de leurs investissements dans l'intelligence artificielle avaient été un échec. C'est pas forcément étonnant parce que la plupart des investissements dans l'innovation sont des échecs par définition, mais c'est vrai que a priori, c'est pas plus facile dans l'intelligence artificielle. Ça va dépendre vraisemblablement de chaque secteur, mais on est pour l'instant dans la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire celle où les entreprises investissent beaucoup. Elles dépensent beaucoup, mais sans beaucoup de rendement. Ce qui faisait dire finalement, il y a des économistes qui ont montré que c'était un peu ce qu'on avait observé avec les ordinateurs, qu'au départ, il y avait beaucoup d'investissements dans l'informatique et pas forcément des gros gains de productivité. Les gains de productivité sont arrivés 10 ans après, à peu près. Bon, on se rend compte que pour l'intelligence artificielle, finalement, ça va peut-être être plus rapide que pour l'informatique, mais ça devrait prendre pas mal de temps. Il y a pas mal de problèmes à régler pour les entreprises. La première, c'est la confidentialité des données, bien sûr. Quand vos employés utilisent une intelligence artificielle, vous n'avez pas envie qu'ils utilisent le ChatGPT standard où ils copie-collent des documents confidentiels qui se retrouvent du coup sur Internet ou accessibles par vos concurrents. Donc vous devez l'adapter pour votre business. Il y a pas mal de défis. Bon, les hallucinations au début, donc les hallucinations, c'était quand l'intelligence artificielle inventait des choses. Ça, pour l'instant, ça a tendance à se réduire énormément, et surtout quand on crée des intelligences artificielles qui sont spécialisées pour les besoins d'entreprise. Mais je dirais que voilà, pour l'instant, dans les années à venir, et finalement c'est pas plus mal parce que ça nous permettra d'avoir une transition un peu plus en douceur, pas en 2 ans, 3 ans où on se rend compte que d'un coup le monde est complètement transformé. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de secteur qui dit qu'il a été complètement bouleversé par l'intelligence artificielle. Il y a des expériences individuelles et peut-être dans le code, par exemple, ou dans le développement de logiciels. Les gens utilisent ça maintenant et deviennent plus productifs, mais c'est a priori trop tôt pour voir l'effet que ça a dans vraiment les chiffres de l'emploi. Est-ce qu'on arriverait à anticiper quels seraient probablement les... Donc là, tu parlais notamment du code, mais quels seraient les autres premiers secteurs qui seraient touchés par ça ? On parle souvent de destruction créatrice. Est-ce que justement cette destruction-là va amener d'autres créations ailleurs et vers quoi elle tendrait ? Ça peut être de la destruction créatrice dans le sens où l'entreprise qui va trouver la meilleure manière d'opérer avec l'IA, c'est pas forcément les entreprises qui existent déjà. Comme par exemple, on l'a vu pour Amazon, qui est une entreprise qui est née au début des années 2000, qui n'existait pas avant, et c'est elle qui a trouvé finalement la manière il y a d'autres entreprises qui font à peu près la même chose, mais c'est elle qui a trouvé la manière d'utiliser ce nouveau modèle et pas les entreprises qui existaient déjà à l'avance. Donc, il peut y avoir des nouveaux acteurs qui vont arriver et qui vont transformer la manière d'opérer dans certains secteurs. Donc ça serait le côté destruction créatrice où ça rebattrait un peu les cartes. Quel type de secteur, quel type d'emploi les plus touchés ? Alors il y a des économistes qui essaient de répondre à cette question. Ils regardent finalement quelles sont les tâches qui sont réalisées dans chaque profession. Donc alors les tâches c'est assez général, mais ça peut être si vous êtes un comptable, faire un calcul, présenter des résultats à une assemblée générale, écrire un rapport, etc. par exemple. Et donc ils essaient de savoir, et c'est très difficile à deviner, quelles sont
les tâches qui seraient les plus automatisables par l'intelligence artificielle. Donc discuter avec un client par exemple, a priori c'est moins automatisable que faire un rapport automatiquement, écrire un rapport automatiquement à partir de résultats comptables, au moins une 5-6 pages. Alors ils essaient de faire ça et ils se rendent compte qu'en fait il y a beaucoup moins de concentration des tâches automatisables par l'intelligence artificielle. C'est des tâches qu'on appelle non routinières en fait, parce que en opposition à celles qui ont été facilement automatisées par les ordinateurs avant, dans la dernière évolution industrielle, dernière évolution des ordinateurs, ils se rendent compte qu'elles sont beaucoup moins concentrées sur le milieu de la distribution, mais qu'il y en a également, qu'elles affectent également les cadres et qu'elles affectent également ceux qui ont les salaires les moins élevés. Alors évidemment, c'est pas le même type de tâche, mais vous avez des tâches de reconnaissance. Imaginez vous êtes gardien par exemple dans une entreprise. Votre rôle c'est de reconnaître les gens à l'entrée, de savoir s'ils sont autorisés de rentrer ou pas. Ça, vous pouvez maintenant automatiser la reconnaissance faciale. On le voit quand on passe à la frontière, on automatise la reconnaissance faciale au lieu d'avoir ce travail un peu qui est pas très passionnant des douaniers qui regardent votre tête et votre photo pour savoir si vous pouvez passer. Donc et ces tâches non routinières, on les a aussi chez les cadres. Écrire en rapport, dans l'écriture de code, résolution de problèmes. Donc il y en a, les estimations qui ont été faites ont tendance à dire qu'il y en a un peu globalement ces tâches automatisables dans la plupart des professions, qu'il n'y a pas un effet très très concentré. Alors est-ce qu'en pratique les emplois vont surtout être transformés de cette même manière homogène? C'est pour l'instant difficile à dire. C'est probable que ça touche, c'est sûr que ça devrait toucher plus les cols blancs qu'auparavant. Évidemment par définition, parce qu'auparavant ils étaient plus complémentaires avec l'ordinateur. Complémentarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils devenaient plus productifs avec un ordinateur. Moi je fais de l'analyse statistique par exemple, ou les data scientists. L'analyse de données sans ordinateur, c'était impossible. Déjà les recueillir ou les analyser, c'était pas la même chose. Donc avec l'arrivée des ordinateurs, on a pu avoir ce type de métier et on a pu avoir des statisticiens qui avaient donné plus de valeur ajoutée aux entreprises. Donc c'est complémentarité. Avec l'intelligence artificielle, quelles vont être les complémentarités, quelles vont être les substituabilités, c'est-à-dire quand est-ce que vous êtes remplacé plutôt que augmenté entre guillemets. C'est pour l'instant assez difficile de le savoir vraiment avec certitude. Donc tout à l'heure tu disais qu'effectivement les entreprises ne voyaient pas forcément encore le retour sur investissement, justement leur investissement dans l'intelligence artificielle. Je présume que c'est toute taille d'entreprise. On voit récemment, notamment aux États-Unis, qu'il y a des suppressions massives d'emplois, notamment de ces grands groupes de la tech, mais pas que. On parle de 5 000, 10 000 suppressions d'emplois, et bien souvent, ils agitent l'étendard de l'intelligence artificielle. Tu penses, et si je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est pas forcément le cas. Est-ce que tu penses pas que certaines entreprises se cachent derrière l'intelligence artificielle pour justement réduire leurs effectifs? C'est ce que tout le monde dit maintenant. Alors en fait, si vous êtes chef d'entreprise, c'est très difficile de dire que vous n'allez pas investir dans l'intelligence artificielle puisque vous avez la pression. Et puis après c'est peut-être la meilleure chose à faire, d'investir dedans pour pas être dépassé par les concurrents. Donc si vous dites pas ça, vous allez vous faire remplacer automatiquement. Et en plus, si vous avez besoin de diminuer votre force, votre masse salariale, le nombre d'employés, ça peut être une très très bonne idée justement de déguiser ça pour dire en fait on participe au progrès technologique et on a mis en place de l'intelligence artificielle et donc du coup on va licencier, on n'a plus besoin d'autant de monde. C'est un peu l'interprétation qu'ont beaucoup de monde qui en fait les entreprises elles ont tendance à avoir une demande pour l'instant il y a beaucoup d'incertitudes économiques, c'est pas que lié à Trump, il y a d'autres choses, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur l'économie et ça c'est pas forcément bon pour l'embauche parce que les entreprises savent pas quel va être le carnet de commandes de l'an prochain.
Donc beaucoup d'entreprises décident de diminuer leurs effectifs, et évidemment de dire qu'on fait ça parce qu'on a des gains de productivité, c'est la meilleure manière de se faire bien voir des actionnaires, et en même temps de justifier auprès des salariés que si on n'a plus besoin d'eux, c'est grâce au progrès technologique. Alors les salariés l'acceptent pas forcément, mais c'est surtout pour valoriser le cours en bourse. Hein. D'accord. Il y a une question sur la démographie. On voit qu'il y a un vieillissement de la population de manière globale, pas qu'en France. Du coup, mathématiquement, si on se projette sur les décennies prochaines, on devrait avoir moins de travailleurs disponibles. Est-ce que tu penses que cette évolution démographique aura un effet notable, notamment sur le travail et les salaires, puisque justement, peut-être, il y aura plus d'offres d'emploi que d'actifs, de travailleurs? Ce qui est sûr, et ça on l'a vu au Japon, qui a anticipé un petit peu la transition démographique qu'on va vraisemblablement connaître, ce qui est sûr, c'est qu'on va utiliser plus de machines et plus de capital, parce que le travail va être rare, et le travail va être cher, donc on va avoir tendance à mettre automatiser de plus. Bon, l'intelligence artificielle va pouvoir peut-être nous aider à automatiser des choses, mais ça c'est vrai, le travail étant plus rare, on va essayer d'automatiser le plus possible. Quelle va être la conséquence? Les travailleurs jeunes vont avoir tendance effectivement à être un peu plus rares, et de plus en plus rares pour les entreprises. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les futures cohortes. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que ça va faire basculer quand même le ratio entre les actifs et les inactifs dans la population. Et globalement, ce qui se produit, c'est de la redistribution, quoi. C'est-à-dire que les actifs, ils permettent aux inactifs, qui sont les enfants ou les personnes à la retraite ou qui travaillent pas, d'avoir de quoi survenir à leurs besoins. Donc c'est vrai que la détérioration de ce type de ratio, ça peut faire peser sur le travail des charges qui peuvent avoir tendance à augmenter, et qui vont nourrir le sentiment que les salaires progressent pas assez vite. Grégory, on se rapproche de la fin petit à petit de notre entretien. Est-ce qu'il y a, selon toi, un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aimerais aborder par rapport à notre thème du jour? Je pense qu'on a déjà évoqué l'intelligence artificielle dans l'éducation, mais c'est vrai que je pense que c'est a priori, ça va être a priori un des défis majeurs. Alors je suis peut-être biaisé parce que justement je suis tous les jours au contact d'étudiants, mais c'est vrai que la question va se poser: comment est-ce qu'on apprend à écrire dans un monde où on a des machines qui écrivent pour nous, et qui écrivent bien mieux que nous? En fait, il y a pas mal de travaux de psychologues qui montrent qu'apprendre à écrire, c'est en même temps apprendre à penser, dans une certaine mesure. Et si on a du mal à faire effectuer ce travail par les futures générations, alors il y a peut-être la crainte que les compétences se dégradent dans le futur. Bon. Ceci dit, c'est un discours récurrent, que chaque fois qu'il y a des nouvelles machines qui arrivent, des calculatrices ou des choses comme ça, on se dit que ça va peut-être dégrader les compétences, et dégrader le niveau finalement le niveau de pensée, ou notre capacité à nous exprimer. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ça n'aura pas d'effet? Je sais pas, parce qu'après il y a des enquêtes harmonisées qui font passer des tests d'année en année, les mêmes tests standardisés de décennie en décennie, et on voit qu'effectivement les compétences verbales ont tendance à se dégrader, et l'activité de lecture
mais de vraies lectures, hein, c'est-à-dire lecture d'une page ou voilà, plus que de scroller et de lire les titres, a tendance à diminuer. Et bon, ça c'est pas forcément lié à l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que le progrès technique peut avoir, et même l'abondance finalement, l'abondance peut avoir une face sombre, hein, c'est-à-dire que d'un côté, on vit dans un monde d'abondance entre guillemets, hein, c'est surtout par rapport au siècle passé. On vit dans un monde où finalement on n'a pas peur du lendemain par rapport à l'accès à la nourriture, mais ça donne des taux d'obésité dans certains pays qui sont énormes paradoxalement, ce qui n'est pas forcément mieux pour la santé. Voilà, par rapport à ce que je disais pour les capacités intellectuelles, est-ce qu'on n'est pas non plus en train d'avoir finalement le même risque qu'on ait des outils qui dégradent notre manière de réfléchir, ou qui même pire pourraient être exploités par les maîtres de ces technologies pour nous manipuler, hein. Bon, on l'a vu dans le cas de Facebook, hein, et son rôle dans certaines élections ou dans la diffusion de fake news, que c'était quelque chose qui pourrait être possible. Alors peut-être qu'avec l'intelligence artificielle maintenant c'est des risques qui seraient encore amplifiés. Je vais te poser notre dernière question. C'est la question un peu totem du podcast. Toi, quand tu étais enfant ou adolescent, quel métier ou travail tu rêvais de faire ? J'avais envie d'écrire des choses, et je crois que du coup j'ai la chance. Voilà. J'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir un métier dans lequel je peux me consacrer à ça. Et donc voilà, j'en suis très heureux. Espérant que tu te fasses pas remplacer par l'IA. On verra. Grégory, je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as accordé. Avec plaisir. Et je te dis à bientôt. À bientôt.